Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Pour cet épisode 221, j'ai avec moi Florian. Salut Florian. Hey, ça va ? Ça va. Et avec toi, il y a Richard. Salut Richard. Bonjour tout le monde. En forme ? Oh oui, ça va, il a fait 24 degrés aujourd'hui, donc tout va bien. J'allais te demander s'il avait pas fait trop chaud chez toi. Bon, c'est bon, tu l'as enlevé de la bouche. Vous avez pu sortir presque les maillots et vous allez surfer sur la plage maintenant ? Non, on a eu une tempête de sable d'ailleurs ce matin. Oui, mais je crois qu'on l'a tous eu celle-ci. Hein. Ouais, bon, bah voilà. Puis on est parti pour garder un peu de poussière pendant quelques jours. Hein. Bon, allez, aujourd'hui au programme, on va vous parler de nouveautés sur Windows 11, de tweets qui ont fait réagir, Florian. Après, on parlera de baisse de prix, de nouveautés sur le store, et on finira bien sûr avec la partie que mes confrères Richard et Florian préfèrent, c'est-à-dire la Xbox et les jeux vidéo. C'est de quoi ça ? Grand moment de solitude. Non, même pas, je suis sûr que ça va vous intéresser. Allez, c'est parti, on va commencer avec Windows 11. Pour cette première partie, c'est une petite nouveauté, c'est une rumeur, une bidouille qui a fuité depuis un insider qui a bidouillé son Windows 11. C'est l'arrivée des onglets dans l'explorateur de Windows 11. Alors pour l'instant... Oui, c'est pas une rumeur. Non, c'est pas une rumeur, pardon, mais je veux dire... Attends. Non, t'as raison, le terme était mal choisi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une annonce de Microsoft qui indique qu'ils vont sortir des onglets dans l'explorateur. C'est une bidouille, un petit hack qui a été trouvé par un insider. Enfin, c'est juste que le code est testé. Le code, oui, bien sûr, je l'ai testé, je l'ai activé et tout. Le code est déjà dans la bulle, donc c'est plus qu'un hack. Carrément que c'est là, c'est juste qu'il s'est pas activé encore. Oui, donc, mais on sait que... Florian, on sait que Microsoft parfois teste des fonctionnalités et les retire avant de les mettre en production pour tout le monde. C'est très très rare, hein. Franchement, c'est arrivé avec Seth il y a quelques années, parce qu'ils sont l'ancien Edge est mort. Des fonctionnalités qui n'arrivent pas jusqu'à la version finale, des grosses fonctionnalités, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Donc toi, tu penses que c'est gagné là pour les onglets dans la fonction Explorer ? Oui, c'est certain. D'accord. C'est déjà parfaitement fonctionnel. Ça fonctionne exactement comme sur Edge. D'ailleurs, ça a le même design que les onglets de Edge. Ça a les mêmes raccourcis que Edge ou que Chrome. D'ailleurs, quand on fait CTRL-Tab, on passe d'un onglet à un autre. Bref, c'est des onglets fonctionnels dans l'explorateur et ça fait bien longtemps qu'on attendait ça, donc c'est une bonne chose. Après, moi, ça me fait penser à Seth parce que vu que ça a exactement le même design que Edge, j'ai bien envie parfois de mettre des onglets Edge entre deux onglets Explorer. Pour voir si ça fonctionne ? Bah ça marche pas évidemment en ce moment parce que c'est des applications complètement séparées, mais enfin vu que ça a la même UI, ça te donne l'impression qu'on pourrait, tu vois, et je me demande s'ils vont pas essayer de refaire ça à l'avenir. Moi j'aimerais bien, mais bon, après c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait vraiment intégrer le code web avec le code natif, mais pourquoi pas. Ouais, mais peut-être qu'on perdrait l'intérêt d'avoir deux applications séparées qui se mettent à jour séparément de manière plus fluide. Non, mais évidemment, il faut pas qu'ils recombinent les deux en un, mais ça serait pas impossible que peut-être ils trouvent un moyen de faire qu'on puisse juste accrocher les onglets les uns aux autres. Pourquoi pas. Richard, tu voulais peut-être réagir ? Oui, non, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert ? Alors, je fais volontiers l'avocat du diable, là, mais à part... parce que si ça fonctionne exactement de la même façon que Edge, quand on a plusieurs onglets, l'intérêt c'est d'avoir les deux onglets l'un à côté de l'autre. Donc si on lance deux instances de l'explorateur actuellement, on fait la même chose, quoi, non ? Florian. Je sais que pas mal de monde attendait ça parce que il y a beaucoup. En fait, c'est vraiment le débat. Est-ce qu'on préfère avoir des onglets ou des fenêtres ? Et ça, c'est un débat qui est un peu éternel, j'ai l'impression, parce que c'est pareil pour le web. Ce que tu dis, avoir deux onglets, on les met côte à côte. En fait, tu parles de deux fenêtres plutôt que de deux onglets. Ouais. Parce que finalement, tu vas sortir les onglets l'un de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment... si tu reprends l'ancien explorateur dans Windows 11, tu avais au sein c'était des applications type MDI, comme il y avait avec Office ou avec Excel, c'est-à-dire que tu as deux sous-fenêtres à l'intérieur de la fenêtre, quoi.
Oui, et ça, c'est vraiment la vision fenêtre. Ouais. Et après, il y a la vision qui vient du web, qui est la vision onglet. Bon, après, je pense que chacun a sa préférence. Je sais que je connais pas mal de monde au boulot, par exemple, qui ne va jamais mettre son navigateur en fenêtré ou ouvrir 2 fenêtres sur le navigateur, mais qui vont vraiment fonctionner avec 15 000 onglets. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner à l'onglet, il y a des gens qui préfèrent fonctionner à la fenêtre. Je pense que ça va être la même chose pour l'explorateur. Il y a des gens que je sais que, par exemple, ma mère, je sais qu'elle ouvre... Bon, peut-être qu'elle n'utilisera pas beaucoup d'onglets non plus, mais je sais que, par exemple, elle gère jamais des fenêtres, elle trouve ça trop compliqué. Par contre, sur un navigateur, elle sait utiliser plusieurs onglets. Donc peut-être que pour des gens comme ça, c'est peut-être plus simple un onglet que tu ouvres et que tu fermes que de gérer des fenêtres que tu dois bouger toi-même et positionner sur ton écran. Je sais pas, après comme tu dis, si ça vous sert pas, ça sert pas, si ça sert, ça sert, bon, ça enlève rien à personne, hein, il y a tellement de monde qui demandait ça depuis des années que je pense qu'il y a quand même une demande, enfin, un marché. Il y a un marché pour ça. Après, je pense que quand tu es en multi-écran, tu es peut-être plus habitué à travailler en multi-fenêtre qu'en onglet. Moi, je sais que professionnellement, j'ai toujours plusieurs instances de l'explorateur ouvertes et plusieurs instances du navigateur ouvertes pour pouvoir faire des copier-coller, avoir des informations sur plusieurs endroits différents. Je sais que les onglets, je les testerai pour tester, pour le plaisir presque, je dirais, mais je suis pas sûr de m'en servir au quotidien. Bah, moi, en fait, mais clairement, les onglets, je m'en sers quasiment comme une sous-division des fenêtres. C'est pour avoir mon Alt-Tab où c'est mes fenêtres et mes Control-Tab où c'est mes onglets finalement. Je m'en sers comme une sorte de sous-section pour gérer mon bazar. Je m'en sers pas vraiment comme des onglets, je m'en fiche, en fait, soit un onglet de fenêtre. Pour moi, c'est clairement une sorte de... Je vois ça comme je m'en sers comme une sous-division supplémentaire. Ouais, ça te donne une possibilité en plus de t'organiser. Oui, voilà. Ou de ne pas m'organiser. Ou de ne pas t'organiser, ouais. Ok, merci beaucoup Florian. On continue avec une nouvelle petite info aussi, une nouveauté qui est sortie dans une des builds dernières, c'est la possibilité, alors c'est pas sorti pour tous les insiders, c'est sorti pour certains insiders, c'est la nouvelle version du menu qui vous permet, lorsque vous faites un clic, lorsque vous faites le ouvrir avec, d'avoir la nouvelle organisation de la fenêtre, avec les programmes qui s'ouvrent. Bon, une petite fenêtre sur fond translucide, des coins arrondis, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Je sais pas ce que t'en dis Florian. Bah oui et non, parce que quand même c'est une des fenêtres où il y avait beaucoup de monde qui râlait. C'était un petit peu comme l'indicateur de volume. C'est quelque chose qui datait de Windows 8 et qui avait une UI vraiment métro. Et il y a beaucoup de monde qui disait « Ah, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas changé, ça correspond plus du tout au design actuel de Windows 11, pardon. C'est à mettre à jour, et donc ils l'ont enfin fait, c'est à l'UI actuel, c'est au thème dark. Bon, il y a un thème dark, au final, ça continue ce qu'ils font depuis Windows 11. Ils font enfin une interface unifiée pour l'OS en entier, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, à ce propos, j'ajoute une mini news là-dessus qu'on n'avait pas préparé, mais à laquelle je pense un instant. Ils ont unifié dans la bulle également les deux systèmes d'impression. Avant, on avait, lorsqu'on faisait fichier imprimé depuis une application classique bureau, on avait la vieille fenêtre de dialogue Win32, celle qu'on avait depuis Windows Vista, qui n'a pas changé depuis Vista, je pense. Et lorsqu'on faisait ça depuis une UWP, on avait le truc en UWP qui était beaucoup plus tablette. Et ils ont fait une version WinUI, donc avec l'interface de Windows 11, qui remplace ces deux-là et qui unifie en un seul système d'impression, une seule fenêtre d'impression pour toutes les applications. Et c'est vraiment, je pense que ça montre vraiment que cette fois, enfin, ils vont dans les fins fonds de l'OS chercher petit à petit. Bon, ça prendra longtemps, hein, mais ils y vont. Mais chaque build, ils continuent d'ajouter des petits trucs, de changer des petites choses. Ils sont vraiment en train de refaire toute l'interface. Et moi, je trouve ça assez bien. Donc ok, c'est plus dans le sens global que c'est à saluer, qu'ils vont chercher tous les petits morceaux pour tout unifier, plutôt que cette petite fenêtre qui finalement n'est pas grand-chose en elle-même. Même une autre chose, dans la barre des tâches, maintenant si on met la souris sur les petites icônes dans l'assist tray, la petite infobulle qui s'ouvre avec le titre de l'application se met avec l'interface de Windows 11. Maintenant, c'est plus le vieux truc qu'on avait, qui était jaune, sur fond jaune, qu'on avait depuis Windows XP. C'est plein de petits détails, mais chaque petit build ajoute ces petits détails, et finalement, ils sont en train vraiment de... Ce qu'on leur reprochait depuis longtemps, qu'ils n'avaient jamais mis à jour sur l'interface d'un coup, ils sont en train de le faire au fil du temps. Alors, ils le font pas d'un coup, ils le font petit à petit, mais ils le font de manière continue. Oui, enfin, ils le font, voilà. Voilà, ok. Est-ce que Richard, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ?
Non, c'est juste savoir toutes ces petites nouveautés qui arrivent à gauche à droite. Est-ce qu'il va falloir attendre le refresh de l'année ou est-ce que ça va être publié au fur et à mesure qu'ils auront voté, comme quoi c'est tout bon? On ne sait pas encore. C'est techniquement possible qu'ils les amènent avant. Ils l'ont déjà fait pour quelques petites nouveautés. On en a parlé il y a quelques semaines. Je sais plus ce qu'ils avaient envoyé à la version de production là. C'était pas la nouvelle version pour les widgets et pour le Windows Media Player. Ouais. Voilà. Donc certaines ils les amènent. Bon. Après, j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être trop liés au cœur, qui peuvent pas mettre à jour de façon native comme ça. Je sais pas trop à voir. Mais apparemment, ils avaient dit clairement que leur idée c'était d'amener plus de choses via des mises à jour cumulatives sans que les gens aient installé une version complète de Windows par une mise à jour de 1 heure. Donc c'est quand même un... Ouais, enfin les mises à jour d'1 heure, je trouve que ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Hein. Ouais, enfin... Qu'est-ce que tu veux dire ? Depuis Windows 11, quoi, la sortie non, même je trouve que dès Windows 10, déjà, les mises à jour passaient quand même relativement vite. Ah oui, non, mais tu parles, moi je dis 1 heure, en ce sens, je veux dire nouvelle bulle qui s'installe, quoi. D'accord, ok. Oui, voilà. Pardon. Bon. Je trouve qu'ils ont quand même tellement amélioré le process de mise à jour. Oui, non, mais oui, d'accord, oui, mais bon, je veux dire que oui. Ok, bon, on va continuer, cette fois-ci, Florian, encore avec toi. Tu as remarqué dans une des dernières builds de Windows... C'est pas moi. C'est pas toi, mais c'est toi qui... Tu t'es fait quand même pas mal... Je suis pas coupable. Notifié sur Twitter. Tu as remarqué que l'explorateur de fichiers faisait de la pub pour les outils Microsoft. Bon, on est à l'intérieur d'un outil Microsoft, mais c'est un outil payant encore normalement, donc on se dirait pas de pub. Et toi, tu as trouvé de la pub et tu l'as remontée et tu t'es fait un petit peu... Comment dire allumé ? Non, je me suis pas fait allumer du tout. C'est juste que j'ai eu une petite notification dans l'explorateur de fichiers qui disait « Oh, on a un outil très bien pour éditer des documents qui s'appelle Microsoft Editor, essayez-le si vous avez envie. » Ce qui est un peu bête d'ailleurs, c'est là qu'on voit que Microsoft ne fait pas beaucoup de récupération de données, parce que s'ils en faisaient, ils seraient au courant que j'utilise tous les jours déjà, que ça sert pas à grand chose de me dire ça. Donc de ce côté-là, on voit qu'ils regardent pas vraiment ce qu'on fait au même temps que Google. Mais en gros, j'ai juste publié ça sur Twitter et j'ai mis un petit message qui disait oh là là, si Microsoft commence à mettre de la pub, ça va faire gueuler. Hein. Oui. Et malheureusement, ça fait gueuler. Et d'ailleurs, mon téléphone, j'ai dû couper les notifications depuis hier, parce que j'en ai à peu près toutes les minutes, j'ai à peu près une notification de quelqu'un qui like ou qui râle ou qui là-dessus, parce que bon, ça a été repris par quelques petites personnes au début, puis ensuite par les grands sites Microsoft, et maintenant ça fait un peu le tour du monde. Et donc toutes les 2 minutes, j'ai une notification de quelqu'un qui dit que oh, je vais passer sur Linux, c'est une honte, ou qu'il y en a quelqu'un qui disait, qu'est-ce que j'ai lu aussi, c'est une invasion de ma vie privée, c'est honteux, enfin bref, il y en a, on voit des... pas du tout dans l'exagération, hein, c'est bon, on dirait que Microsoft a envahi l'Ukraine avec Poutine, ce que je vois de certaines réactions. Enfin bref, après je comprends, des gens disent que dans un OS que techniquement on paye encore, parce que c'est vrai que si tu achètes un PC avec Windows 11, tu payes ta licence Windows dans le tarif de la machine, que on ne devrait pas avoir de pub. Bon, je comprends cette idée, mais bon, faut pas non plus, je trouve qu'il faut pas non plus exagérer. Je trouve ça beaucoup moins intrusif que par exemple, je sais que par exemple ce matin j'ai fait une recherche sur Google, Edge m'a dit « Vous voulez pas utiliser Bing plutôt ?» Enfin, c'est du même niveau, pour moi, c'est pas non plus la... Oui, mais ça, Google le fait, voilà. Dès que tu te connectes sur Google, il te propose d'utiliser Chrome à la place de ton navigateur aussi. Oui, ça fait tout le monde le fait, mais tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait. Après, en plus, je trouvais que c'était vraiment un truc particulièrement intrusif, c'est juste un petit bandeau qu'on pouvait fermer en 1 seconde et qui réapparaissait peut-être même pas la fois d'après. Je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs, donc il n'est jamais réapparu. D'accord. Mais c'est devenu un événement assez important, ça a été repris par tous les gros sites, et Microsoft s'est senti obligé de faire un commentaire comme quoi ça avait été activé par erreur, et que ça devait pas être activé au public, et qu'ils l'ont redésactivé, et c'est tout. Mais bon, on remarque qu'ils disent pas que c'est pas un projet... ils disent pas qu'ils vont jamais l'activer. Ils ont juste dit que ça a été activé pour l'instant par erreur. Donc, bon, on sent qu'ils ont vu que ça avait fait gueuler, qu'ils veulent un petit peu dire... non, n'ayez pas peur, mais ils se ferment pas de porte quand même. Ils veulent pas vraiment non plus dire qu'ils le feront jamais. Donc, bon, je trouve que c'est encore une fois la communication du programme Insider qui est très très mauvaise sur ce coup-là. Ils sont toujours en train d'essayer de faire le grand écart et essayer de dire tout et au contraire.
c'est pas la première fois qu'on a ce genre de problème avec eux. C'est ça. Finalement, limite, ça va faire pire que mieux, parce que bon, quand ils ont dit c'était une erreur, maintenant on voit les commentaires en dessous, les gens disent ouais, c'était une erreur, c'est ça, ouais, prenez-nous pour des cons. C'est un peu le. Voilà, c'est un peu le. Bon. Ils auraient pu dire ok, on voit que ça ne vous plaît pas, on ne le mettra pas dans la prochaine version. Bah oui, mais on sait très bien que c'est décidé bien plus haut que l'équipe Insider actuelle, donc bon, ce genre bien de sûr. choses, c'est pas eux qui sont en train de décider ça. Il doit y avoir pas mal de réunions qui doivent avoir lieu après pour pouvoir décider s'ils vont effectivement le supprimer ou pas, quoi. Certaines personnes m'ont fait comprendre apparemment qu'il y a des gens que j'ai causé des soucis chez Microsoft, ils ont dû faire une communication, ils aiment pas faire ça d'habitude, hein. Donc bon, c'est pas la première fois que je fais ça d'ailleurs, désolé, la dernière fois j'avais fait ça avec OneDrive aussi, mais bon, je suis désolé. Écoute, t'as bien raison, tu utilises les outils, tu remarques des faiblesses, tu les signales. Mais oui, et en plus je ne même pas ça comme une... Mais honnêtement, j'avoue que c'est pas le... Enfin là, il y a des centaines de personnes qui hurlent au scandale comme si c'était la plus grande honte de l'année. Faut arrêter, hein, c'est pas si grave. Surtout que j'ai l'impression que sur Android, il y a personne qui râle alors qu'il y a plein de trucs comme ça, non ? Oui, il y en a plein. Moi qui ai changé de smartphone, là, le Xiaomi que j'ai des pubs sur certaines applications système que je m'empresse de fermer le plus vite possible. Et puis même, c'est pareil, même sur un Samsung, tu ouvres le Galaxy Store, il te propose 15 000 trucs, enfin je sais pas, puis les gens, ils en font... Enfin, j'ai l'impression que Windows, pour les gens quand même, tout le monde aime bien le troller, mais ils aiment bien que... Enfin, ils aiment pas que ça change. Oui. C'est ça. Et il faut que ça reste comme c'est. Voilà. Mais, bon. Mais c'est un peu Microsoft. Si ça change pas, c'est nul parce qu'ils ont jamais mis à jour l'interface ni rien. Si ça change trop, c'est nul quand même. Ah bah écoute, nous on vient de lancer une grosse mise à jour sur une application au boulot et c'est pareil, t'as un gros pool d'utilisateurs qui disent c'est bien, et puis t'as quand même un autre pool d'utilisateurs qui est pas négligeable qui dit ah ouais mais non mais ça nous change tout. Ouais mais bon les gars, il y a un moment, si on n'avance pas on finit par reculer. Hein. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, vous ? Est-ce que ça vaut le coup de faire vraiment, de devenir un événement mondial ? Non, de devenir un événement mondial, non. Signaler à Microsoft qu'on ne veut pas de publicité à l'intérieur de l'OS, oui. Je pense que ça coûte rien de leur dire non, on veut pas de pub, mais il n'y a pas besoin d'étriper tout le monde pour ça. Quoi. Après, j'ai envie de me faire l'avocat du diable sur ce coup-là également, parce que je me souviens, à l'époque, le jour où, par hasard, en cliquant sur une pub qui était en Windows Live Messenger, j'avais découvert Windows Live Mesh, SkyDrive et tout ce bazar. Et je me dis, oh bazar, ils font plein de services super bien Microsoft derrière, en plus de l'OS. Et je m'étais dit, mais j'en avais parlé à quelqu'un à l'époque, qui était d'ailleurs qui a fait le suite Professeur Thibault à la suite, si vous vous rappelez de ça à l'époque. Ouais. Bref, ça fait bien longtemps. Et il m'avait dit, c'est vrai qu'ils font plein de choses, mais qu'ils en parlent pas, et on découvre pas ça dans l'OS, et donc il y a plein de monde qui sait pas que ça existe, ces services géniaux qu'ils font. Et ça m'a fait repenser à ça, parce que je me suis dit que honnêtement, Microsoft Editor, je trouve que c'est génial. Je m'en sers tous les jours maintenant de Microsoft Editor. Quand je suis en train de poster, je suis en train de... Ils te disent que tu as mis 2 fois le même mot par erreur. Il te prévient sur toutes les petites erreurs de frappe ou de tes messages. Et je trouve que si je le connaissais pas, j'aimerais bien qu'on me fasse découvrir ce service-là. Donc, il y a quand même... C'est pas non plus une pub pour un film ou je sais pas quoi. C'est vraiment pour des petits services qui peuvent être utiles à tout le monde. Donc, je suis un petit peu entre les deux sur ce truc-là. Parce que c'est vraiment des compléments à Windows pour moi, ce genre de choses. C'est de nos jours, je veux dire, un OS, c'est vraiment un OS et ses services qui vont avec. Et est-ce que c'est pas bien de les montrer un peu ? Après, ça dépend quel service. Si tu fais de la publicité pour Office 365, je suis pas sûr, ou Microsoft 365, je suis pas sûr que ce soit aussi bien vu que... Ouais. Ils le font déjà dans le compte maintenant. Si tu vas dans mon compte Microsoft, maintenant tu as ton abonnement 365 qui est là, il te dit que tu l'as pas, il te propose de l'acheter si tu vas dans l'application paramètres, tu vois, de Windows. Maintenant, il te propose d'acheter à 365 là aussi. Hein. Donc bon, et personne n'en a fait des caisses non plus. Enfin, c'est un peu bon. Ouais. Bon, on va peut-être pas en faire des caisses non plus et y passer toute la soirée. Hein. Oui. Je crois que tu as une autonomie de casque qui est un peu réduite ce soir. Donc, c'est vrai. Je te propose d'avancer. Allez, cette fois-ci, vous allez parler montage vidéo et famille en boîte. Quelle est cette histoire, Richard ? Oui, il y a eu une annonce, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, là, sur la nouvelle Build Insider, où on a un éditeur vidéo qui va être intégré directement dans l'OS.
donc qui est la version de Clipchamp. Je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur. Donc, on l'avait vu, il faisait partie des applications installées, Richard, sur Windows 11 quand il y a eu le passage Windows 10 vers Windows 11. Oui, mais il est parti, il est revenu. Il était présent au tout début, oui. Et là il est parti depuis, et puis il revient bientôt. D'accord. Et est-ce que Richard, enfin tu vas peut-être nous le dire, mais est-ce qu'il va revenir en version payante ou gratuite ? Ah, ça c'est une bonne question. Pour l'instant, il y a toujours la version où on peut exporter en 480p seulement qui est gratuite. Après, dès qu'on veut monter donc en 1080p, donc en Full HD, bah là c'est un abonnement payant qui est pas donné d'ailleurs, hein, puisque ça commence à $9 par mois et la version conseillée est à $19 par mois. Et la version Business Platinum est à $39. Fichtre. Bon, ouais. Ouais. Bon. Je pense qu'il va y avoir peut-être une version qui permettra d'exporter ces vidéos en une définition un petit peu plus supérieure, parce que bon, 480p on fait rien quoi avec. Quand on parle de 4K, non plus maintenant. Oui, donc on parle plutôt de 4K, voire de 8K. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, il va falloir voir la version officielle qui sortira et sous quelle forme elle sortira. D'après ce que j'ai vu, parce que vous savez qu'il y a une possibilité d'avoir un stockage dans le cloud avec Clipchamp, il y aura la possibilité d'utiliser son compte OneDrive à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc peut-être qu'il va y avoir comme ça des petites fonctionnalités supplémentaires qui vont être apportées au logiciel, qui vont faire qu'il sera beaucoup plus intéressant, quoi. Okay. Quant à Microsoft Family, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc... Florian. Microsoft Family Safety, je crois que c'est l'application qu'il y avait déjà sur Android, non, qui permettait un peu de... Tu sais, ils avaient présenté ça il y a un an, là, ça permettait de suivre les enfants, des trucs comme ça, non, c'était pas ce truc-là ? Je dis pas parce que moi je sais pas de... J'ai personne qui l'utilisait, mais bon, j'ai pas d'enfant. Si, il y a ça, mais donc c'était Family Inbox qui renomme ? Je sais pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas regardé. Ah bah bravo, vous mettez des news dans le conducteur et vous... Ah là là, c'est pas sérieux tout ça. On parlait surtout de Clipchamp. Ouais, moi je voulais parler de ça, je voulais troller moi. Family Inbox, c'est ça que ça s'appelle ? Je suis en train de regarder à quoi ça... Non, c'est Microsoft Family. Ah mais non, t'as rien compris. Bah non, mais Family Inbox, c'est une app Inbox. C'est-à-dire que c'est une app intégrée. C'est pas Family Inbox. C'est une app intégrée à Windows 11, ça veut dire. Ouais, mais t'as dit non, ok, d'accord. Ah, ok, je sais pas, j'ai rien compris ce que t'avais raconté. D'accord. Bide. Bon, je sais pas si je garde ou pas, allez. C'est bien ça, hein. Sinon c'est bien l'application qui permet de gérer le temps d'écran des enfants sur Windows, Xbox et Android, machin chouette chose. D'accord. C'est bien ça. Alors moi je t'avoue que j'utilise pas celle-là, j'utilise Xbox Family que je trouve beaucoup plus intuitive et agréable à utiliser et qui marche très bien. C'est pas la même chose. C'est bizarre ça. Elles ont pas le même design, t'as les deux applis et t'as Microsoft Family et Xbox Family. Donc si tu veux, alors je sais pas si ça se voit là sur l'écran. À peu près, oui. Ouais. Tu vois j'ai les deux là. Ouais, t'as les deux. Non, c'est bizarre. Et donc j'utilise de préférence le Xbox Family. Et vraiment, c'est pas les mêmes options. C'est pas, je veux dire, le Microsoft Family peut pas interagir sur Xbox. Alors, t'as les mêmes options sur les deux, mais c'est présenté différemment et l'ergonomie est différente. Et vraiment, le Xbox Family, tu fais ça, clac, en trois touches, c'est fait. T'as réglé ce que tu voulais régler. L'autre est plus long, t'as plus de menus, de sous-menus. Ouais, c'est vraiment bizarre d'avoir les deux en parallèle. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est un peu comme si ils avaient Teams et ils avaient gardé Skype. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne analogie, je trouve. Et conversation. Ouais. Par exemple. Ouais. Ok, allez, cette fois-ci, on passe à la partie 2. On va parler Microsoft. Alors, on vous avait parlé il y a quelques semaines de la sortie de la Surface Go 3. Vous vous rappelez ce petit appareil, cette petite surface d'entrée de gamme, entre guillemets, avec un processeur pas hyper véloce, 8 Go de RAM dans sa grosse version et 128 Go de stockage. Et on l'avait trouvé très cher, trop cher par rapport à son tarif proposé, hein. Je crois qu'elle était à 599 € sans la cover. Donc vous avez juste votre tablette, hein, en quelque sorte, hein.
Et là, Microsoft propose une petite ristourne. Vous pouvez trouver cette tablette à 494 €. Donc ça commence à être déjà un petit peu plus intéressant, mais bien sûr à ce prix-là, il va falloir rajouter quand même une centaine d'euros pour le clavier. Hein. On est chez Microsoft, ne soyons pas non plus trop modestes. Hein. Mettons les sous. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose, mais clairement, je pense que cet appareil ne devrait pas dépasser les 350 € neufs, à mon sens. Hein. 128 Go, quoi. Non, mais après, c'est vraiment... Non, à 350 €, je pense que ça mérite, ça mérite ce prix-là. Mais 500 €, 128 Go, non. Non, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à ce prix-là, on est d'accord. Hein. Oui, voilà. Surtout que c'est une machine. Si tu veux faire un peu de web, un petit peu de bureautique, ça va. Mais faut pas lui en demander trop. Là, tu vois, j'ai ma femme qui bosse avec. Elle a une Surface Go 2. Pardon, c'est pas la 3, c'est la 2. Elle travaille quand même en multi-écran sans difficulté. Je trouve que c'est quand même pas mal. La machine arrive à gérer sans sourciller. Donc bon. Pour la petite bureautique, ça marche bien. Ok, tant mieux. Voilà. Allez, on va continuer en parlant dessous, cette fois-ci en parlant du Microsoft Store qui arrive avec qui va arriver avec une nouvelle version web. Alors je dis qu'il va arriver parce qu'elle n'est pas encore disponible pour l'instant en français. Florian, tu es d'accord avec moi? Elle est donnée comme étant en preview par Microsoft. Il y a tout qui est en Microsoft. Oui, bon, voilà. Et on a donc cette application, ce site web qui est accessible à l'adresse apps.microsoft.com et vous aurez une ergonomie qui est plus claire, plus simple, avec des icônes un peu plus petites mais plus lisibles finalement et des recherches un peu plus efficaces. C'est l'ergonomie Windows 11 en fait, hein. Ils se passent ça à lui de Windows 11 comme tout le reste, hein. C'est un peu le... Logique ? Oui. Voilà. Pas une grande nouvelle, mais une petite nouvelle à signaler. Est-ce que vous avez déjà utilisé la version web du store, vous? À part pour un lien? Non, parce que alors ça m'est arrivé quand je ne trouvais pas sur le store. Et tu trouvais via la version web? Ouais, d'accord. Peut-être un truc qui était seulement disponible plus facilement parfois que via le store. S'il y a une géolocalisation, blocage, je sais pas quoi, peut-être. Bon. D'accord. Intéressant. Ouais. Ok. Sinon, Florian, à toi cette fois-ci pour nous parler d'une nouvelle interface d'Outlook qui est terminée. Oui, c'est pas grand chose, mais c'est juste qu'ils avaient refresh l'interface d'Outlook pour adapter à Windows 11 et également à Win 8 et tout ce bazar. Et ils n'avaient pas refait la page des paramètres, ils avaient juste refait toute la page de l'application, sauf la page paramètres, compte, machin truc, la page où quand on clique sur le petit bouton en haut à gauche. C'était encore celle de Windows 10. C'était un peu bizarre d'ailleurs, tu sentais que tu avais un saut d'interface à une autre. Et ils ont enfin pushé une mise à jour sur toutes les versions, je crois que c'est même en prod maintenant, où on a l'interface qui est terminée avec la page des paramètres qui est finie également avec une interface actuelle. Donc c'est juste qu'ils ont enfin fini la nouvelle version d'Outlook. Office, pardon. Pas juste Outlook. D'accord. Okay. D'accord, non, voilà, tu me dis Outlook. Oui, non, mais c'est parce que j'utilise le plus Outlook que les autres en général. Mais oui. Donc c'est la version soft, enfin c'est pas la version web ni la version. Non, je parle de la version le client dur, je pense plus ça Windows. De la suite Office. Oui, la suite Office, oui. Ouais. Ok. Bon, mais cette fois-ci, Florian, je compte sur toi pour m'épauler dans la partie 3, la partie jeux et Xbox. Pour commencer, c'est une info qui peut vous intéresser quand même de vous deux. Hein. Si. C'est une histoire de mise à jour et de consommation rationalisée. Microsoft a rendu possible, le téléchargement des mises à jour, que ce soit celle de l'OS ou des jeux, depuis le mode économie d'énergie de la console. Et ceci est valable et pour les séries S et X et pour les Xbox One. Alors, Microsoft annonce que cela va consommer 20 fois moins d'énergie que lorsque la machine était en fonctionnement normal. Et ce mode de fonctionnement sera celui par défaut qui sera activé sur les consoles neuves, contrairement à ce qui se faisait jusque-là. Bon, l'annonce de Microsoft indique quand même qu'il y a un démarrage qui peut être ralenti à cause de ce mode économie d'énergie sur les Xbox One. Moi, je sais que je l'ai mis quasiment après avoir allumé ma console en 2017 et je trouve pas que ce soit beaucoup plus long. Voilà.
mais c'est quand même assez pratique. Et par contre, les Xbox Series, elles ne verront quasiment pas de différence, mais on sait qu'elles ont quand même un SSD qui est d'assez belle capacité et assez rapide pour qu'on ne le sente pas. Voilà. Et Microsoft a annoncé par la même news que 100% du cloud Azure allait passer à l'énergie renouvelable d'ici à 2025. Et ça, bien sûr, c'est une donnée qui s'inclut dans la volonté de l'entreprise d'être neutre sur le plan carbone d'ici à 2030. Et ils annonçaient aussi qu'ils avaient des domaines où ils consommaient plus que précédemment d'une année sur l'autre, où ils avaient fait moins bien. Voilà. Richard, tu voulais réagir? Oui. Bah c'est un peu dans la continuité de la news dont on a parlé la semaine dernière, au dernier épisode, concernant le Windows Update, où ils essayent d'optimiser les heures de téléchargement de l'update, suivant la consommation électrique, quoi. Oui. Et puis là même, ce qu'ils disaient dans la news, c'est qu'ils allaient travailler pour continuer à faire baisser la consommation électrique de leur Xbox, pour essayer d'améliorer vraiment le fonctionnement, pour être le plus économe possible. Je trouve ça bien. Après, s'ils y arrivent vraiment, il faudrait arriver à mettre sur une prise un wattmètre pour savoir ce qu'elle consomme réellement et voir s'il y a des différences entre avant et après. J'aimerais bien être sûr que ce soit pas juste de la com et que ce soit vraiment efficace. Je pense que s'ils travaillent dessus, ils ont quand même quelques résultats, même si c'est des pourcentages, des quelques pourcentages, c'est toujours ça de prix, quoi. Oui, bien sûr. Bon, on continue cette fois-ci encore avec une histoire, Florian, de mise à jour pour mars 2022. Alors, mise à jour de ta console, Florian, t'as quand même une Xbox One, il me semble. Ouais, je pense qu'elle est sur la mise à jour de 2015. Alors, cette fois-ci, c'est le firmware des consoles. Alors, ça sera les séries, pas les One, qui va être mis à jour. Après des tests chez les insiders, il y en a 3 grands changements qui arrivent. D'abord, l'amélioration des fonctionnalités avec le Quick Resume, les personnalisations du bouton partage, et enfin, un assistant de configuration audio. Alors, en ce qui concerne le Quick Resume, vous savez, c'est pour pouvoir facilement reprendre votre jeu là où vous l'avez laissé quand vous avez éteint votre console, ou pour passer d'un jeu à un autre hyper rapidement, en quelques petites secondes. Et là, les utilisateurs vont pouvoir épingler jusqu'à 2 jeux dans la catégorie Quick Resume, et ils vont pouvoir choisir facilement les jeux à relancer, et ces jeux épinglés seront en quelque sorte protégés, et vous ne pourrez pas les enlever par mégarde, ils vont vraiment rester en mémoire dans la machine, et le seul moyen de les sortir, ça va être vous de choisir un autre jeu à la place, ou bien d'effectuer une mise à jour obligatoire pour lancer le jeu. D'accord, s'il y a une grosse mise à jour qui est sortie, voilà, il va falloir la faire avant de pouvoir relancer, et forcément le temps de reprise sera celui par défaut du jeu. En ce qui concerne le bouton de partage, on en avait parlé la dernière fois, vous savez, c'est la possibilité de paramétrer comme on le souhaite le bouton de partage à partir de l'application Xbox Accessoires. Voilà, donc vous avez plein de possibilités supplémentaires. Vous pouvez enlever là, en fait, la fonctionnalité de partage et mettre autre chose. Et ça rejoint aussi les améliorations qui sont apportées sur la série des manettes Xbox Elite 2 et sur vous savez, les manettes adaptatives pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc tout ça est beaucoup plus facilement paramétrable grâce à l'application Xbox Accessoires. Et enfin, Microsoft propose la possibilité aux possesseurs d'ensembles sonores de paramétrer leur console. Alors si vous avez un home cinéma, si vous avez une barre de son, si vous avez des enceintes satellites, ce genre de choses, vous pouvez paramétrer finement votre installation sonore pour mieux vous immerger, que ce soit dans les jeux ou dans les films que vous pouvez regarder. Est-ce que ça, c'est le genre de fonctionnalité qui vous intéresserait? Est-ce qu'il y en a une des 3 que vous trouveriez intéressante? Ah bah moi toutes, du moment qu'on me donne une Xbox Series X, ou que j'arrive à en trouver une, je suis T'arrives toujours pas à en trouver? Je cherche pas activement, hein, mais... Ouais, t'as du mal quand tu regardes. Disons que quand je vais à la Fnac, je le vois pas, quoi. D'accord. Et la commander sur le store Microsoft, non? J'ai pas essayé, il y a du stock de disponible? Je sais pas, mais je me dis peut-être que chez le fabricant, sur un coup de chance, ça peut arriver. Sur un malentendu. Après, moi j'aime pas trop l'idée de commander sur les stores officiels. C'est un peu le... Parce que tout de suite c'est lié à ton... Enfin, t'as qu'un seul interlocuteur. Tu vois, t'es directement avec le constructeur, tandis que si tu passes par Amazon, je sais pas quoi, t'as une double chance, tu vois, si t'as des emmerdes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais que mal de monde achète rien chez Google justement pour
pour ça, parce que ils sont beaucoup plus chiants qu'un vendeur tiers. D'accord. Moi, je sais pas, Microsoft, j'avais pas eu de soucis quand j'avais pris la MS Band chez eux, et puis je sais plus ce que j'ai pris, mais bon, soit j'ai jamais eu de problème, donc j'ai jamais eu besoin de les contacter, soit la MS Band. Voilà. Bon. Tu vois les soucis qu'on a eu avec le bracelet qui se cassait. Oui. Ouais. Enfin, le plus gros souci, c'est que c'est mort. Mais bon. Oui, aussi. J'en ai deux même qui traînent dans le placard. Et ouais, moi tu vois, c'est vraiment la fonction Quick Resume. J'aimerais bien qu'ils arrivent à nous faire un truc de pouvoir en avoir deux sur la Xbox One. Je trouverais ça top. Parce que c'est une fonction que je trouve assez géniale de pouvoir rallumer ta console et repartir immédiatement dans ton jeu sans chargement. Ouais, ça c'est vrai que ça fait penser aussi au cloud gaming qui permet en quelques secondes de lancer un jeu. On est devenus tous consommateurs très rapides de la moindre application, et il faut que tout. Alors là, je dirais oui et non par rapport au jeu, Richard. Rappelle-toi les premières consoles, enfin je sais pas ce que tu as connu, mais moi les premières consoles ça a été la Master System 2. Tu mettais ta cartouche et le jeu il commençait tout de suite. Oui. T'attendais pas 2 heures qu'il charge. Oui, c'est vrai, oui. Donc j'aimerais bien retrouver cette fonctionnalité simple. Tu mets ton jeu, boum, ça part. C'était ça que j'aimais bien. C'était pas pareil, tu le chargeais pas, le jeu était directement là. C'était un peu le... Je suis d'accord. Mais là, le jeu, quand tu l'as installé, il est là aussi. Ouais, mais je veux dire c'était carrément... c'était carrément du hardware dans ta cartouche, tu vois, qui t'avait... Oui, mais je sais bien. En plus, ouais. D'ailleurs, il y a eu des jeux, il y a eu des essais comme ça dans les années 80. Il y avait des jeux qui étaient sortis sur PC, il fallait que tu branches ta cartouche dans la carte mère directement. D'accord, c'était pas pratique. Il y avait sorti un PC, l'IBM PC Junior, où tu avais un port PCI. Non, c'était pas PCI, à l'époque c'était l'ancêtre du PCI des années 80. Je sais plus Lisa ? Le port Lisa, non ? Encore avant, je crois que c'était encore avant. Oh punaise, c'est vieux. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, t'en avais un qui était accessible à l'arrière et tu pouvais brancher une cartouche. Et donc, ils avaient tenté de faire ça, mais ça avait pas du tout pris parce que sur PC, les gens ont pas du tout cette mentalité cartouche. Donc voilà. Moi j'ai connu les cartouches sur mon vieux Thomson TE8D. T'avais la disquette et t'avais la cartouche sur le dessus. Après il y a eu des consoles qui ont fait l'hybride. Je sais pas si vous vous souvenez. Sega avec Virtual, c'était quoi la course, le jeu de course de voiture, le premier jeu en 3D. T'avais une cartouche et le CD. Oui, ils ont mis, c'est un peu la cartouche souvent ça permettait parce qu'une cartouche l'avantage c'est que tu peux mettre de la RAM, je sais pas quoi en RAM dedans. Le CD t'as du mal. Et il me semble que la cartouche ça devait être Virtual Racer, un truc comme ça. La cartouche avait autant de mémoire que la console. C'était un truc de dingue à l'époque. Ouais. Mais bon, je te parle d'il y a 30 ans là. Oui, on dérive. On dérive. Petite nouvelle, c'est ce qui va vous faire plaisir sûrement. Oui. C'est la prise en charge du clavier et de la souris sur xCloud qui devrait arriver bientôt. C'est le directeur de Microsoft Flight Simulator qui a laissé échapper cette information et qui a dit qu'il ne connaissait pas les dates de prise en charge du clavier et de la souris, mais que c'était pour bientôt. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si tous les jeux pourront bénéficier et de la prise en charge clavier et souris, ou si ça sera comme certains jeux qui prennent en charge le touch, si on aura une petite icône sur la vignette du jeu qui nous indiquera compatible clavier souris. Ça, je pense que ça peut être plaisant, surtout pour ceux qui jouent à des jeux de FPS sur xCloud, ça va être pratique. Bah attends, xCloud c'est sur le téléphone, c'est ça ? Non, xCloud, tu peux l'avoir sur ton PC, sur ta console ou sur ton téléphone. Alors comment tu joues sur le PC ? T'es obligé de jouer avec une manette ? Oui. D'accord. T'es obligé de connecter une manette sur ton PC pour pouvoir jouer. Ok. Et justement, c'est frustrant, avec un jeu c'est étrange. Enfin, ça me serait même pas venu à l'idée que c'est pas encore disponible, tu vois, s'ils l'ont lancé sur PC. Ça paraît tellement basique que, tu sais, s'ils ont même pas supporté clavier souris sur PC, c'est étonnant pour Microsoft. Parce qu'ils émulent de la console, donc tout ce qui était console ne prend pas à charge nativement clavier et souris. La Xbox One prend pas en charge clavier souris par défaut. Non. Non, il y a une bidouille à faire ou il y a un adaptateur à mettre dessus. D'accord. Ce qui est assez frustrant, parce qu'il y a des jeux... oui, c'est Windows en dessous en plus. Tu te dis, c'est tellement con. Enfin, bref. Ils ont viré tout ce qui était peut-être prise en charge clavier et souris pour faire de la place. Pourtant, ça doit pas être bien gros.
Mais c'est vrai que l'exemple typique de Flight Simulator qui met des heures et des heures à être téléchargé parce qu'il y a je sais plus combien de gigas il fait, de centaines de gigas. Ouais, plus de 100 gigas. Ouais, et puis même le lancement, même sur une machine relativement performante, le lancement du jeu prend aussi des heures et des heures pour arriver au bout de quelques minutes de planter. Je confirme. Le xCloud est vraiment le bienvenu pour ça, quoi. Ouais, ça c'est. Mais je pense que tu n'as vraiment... pas de risque de plantage avec le xCloud vu que ça tourne sur console. Et en plus, je crois que. Juste au lancement que j'avais testé. Dites-moi si je me trompe, mais même si tu as installé Flight Simulator, tu streams encore les cartes parce que c'est trop gros le monde entier pour les avoir sur ton PC, non ? Ouais. Donc finalement, tu streams dans tous les cas. Un peu moins, un peu plus, tu n'auras jamais le jeu entièrement en local. Moi j'avais que le débit réseau parce que j'ai la fibre qui allait bien, sinon après carte graphique, etc. Tout ça allait pas, quoi. J'avais pas assez. Pourtant j'avais une Surface 3. Ouais, ben je l'avais installé moi sur mon PC là de bureau, ça tournait pas trop mal, mais effectivement c'était long. Alors ça mettait pas des heures, mais ça mettait bien 3-4 minutes à se charger. Ouais, c'est ça, ouais. C'était long, quoi. Pareil, j'attends l'arrivée de la fibre. Mais bon, on va passer à la dernière news en attendant. On vous l'avait dit au dernier épisode, Microsoft allait rendre possible l'installation de vos jeux depuis le depuis le store, n'importe où sur votre machine. Et ça y est, maintenant c'est fait. Vous pouvez télécharger vos jeux et choisir leur emplacement d'installation. Et tout ça, ça va vous ouvrir bien sûr la porte au modding pour ceux qui veulent modder leurs jeux. Donc vous pourrez faire comme sur Steam ou sur d'autres magasins de jeux. Vous allez pouvoir choisir et l'emplacement d'installation et quel fichier vous voulez modifier ou rajouter. Petite nouveauté, bon, allez, c'est fait, en 15 jours, c'est sorti. Une réaction ? Non, bah c'était pas dur, hein. De toute façon c'était... Ils ont passé 10 ans à faire ça. 10 ans à essayer de pousser le store avec leur package pour en arriver à revenir en arrière. Voilà. C'est ça, ils ont abdiqué l'UWP. Bah, comme tu disais, on gagne en souplesse, mais on perd en sécurité. Oui, bon après... Je pense, est-ce que vraiment c'est nécessaire Je suis pas sûr que la sécurité au niveau de l'application soit si importante que ça. Enfin, si éventuellement pour le piratage, mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va réussir à pirater ton jeu quoi qu'il arrive. Donc ça, bon, sur le long terme, ça change rien. Et après, je pense que pour, par exemple, ce qui est anti-cheat, tout ça, ça se joue plus sur les serveurs qu'en local. Donc au final, bon, c'est laisser modder les gens, c'est tant mieux. Non, mais le coup de modder, je pense que c'est pas ça le souci, parce qu'il y a plein de jeux, je vois Minecraft, mon fils y joue, et pour l'instant il utilise que la version Java parce qu'elle est modable à souhait, mais c'est pour ajouter des packs graphiques, ce genre de trucs. Tu vois, c'est pas du tout dans l'esprit de cheater, c'est vraiment pour faire évoluer le jeu. Je me demandais pourquoi ils interdisaient de modder, je me disais peut-être que c'est par rapport à ça, je sais pas trop. Mais je pense que tu pouvais pas modder tout simplement parce que c'était de l'UWP derrière. Hein. Oui, on est d'accord, mais techniquement ils auraient pu l'ouvrir en laissant... Oui, c'est vrai, c'est UWP qui était juste. De toute façon, je me souviens même pour ajouter une ligne dans le fichier de configuration de Slack UWP pour ajouter un thème dark, ça prenait. Tu devais pas bypasser plein de permissions de tous les côtés, c'est un peu l'enfer. C'était. Oui, donc oui. C'est UWP, oui. Donc là, c'est fait. Bon, mais je crois qu'on arrive au bout de cet épisode 221. Si vous voulez nous mettre un petit peu en lumière, vous pouvez tout simplement nous laisser des commentaires, que ce soit sur votre lecteur de podcast ou sur le site lifetile.fr, ou encore si vous le regardez sur la chaîne YouTube en bas de l'épisode 221 de la chaîne YouTube. Richard, où est-ce qu'on te retrouve si on veut parler avec toi de ton Flight Simulator ? Sur Twitter, je crois que c'est le mieux, c'est de Clark. D'accord. Et toi Florian, si on veut parler de rangement d'appartement ? Mais il est très bien l'appartement, tout est caché derrière. C'est vrai. Oui, on voit rien. C'est pratique, hein. Alors où est-ce qu'on te retrouve ? Sur Twitter à Flobo09, donc c'est assez simple. Et en ce moment, il y a plein de monde qui me tweet, donc allez-y. Hein. Je suis pas une notification près. C'est ça. Mais tu nous as dit si tu ne réponds pas tout de suite, il faudra que les gens t'excusent. Tu dois faire du tri. Ouais, c'est ça, mais bon. En plus, là, maintenant, c'est vraiment... Au début, c'était des gens qui aimaient Microsoft, maintenant, c'est vraiment... Oh, c'est de la merde. Ouais, le hater un petit peu basique. Bah oui, c'est arrivé trop loin, on est sorti du cercle depuis longtemps. C'est un peu ouais. Et si vous voulez nous écrire de manière globale, vous pouvez nous écrire sur Twitter à @lifetilepodcast. Et puis si c'est pour moi, avec qui vous voulez échanger, vous écrivez à @irslo, IRSLO. Tout simplement. Messieurs, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 222. Absolument. Plus ou moins.
Plus ou moins, ça marche. Allez, d'ici là, portez-vous bien et laissez plein de commentaires. Salut tout le monde. Ciao.